Bien maintenant, donc, on va s'intéresser à l'occupation des niveaux électroniques. Dans la première partie, on a vu la structure de bande, donc quelles étaient les solutions possibles de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire quelles sont les valeurs possibles de l'énergie. Maintenant, on va s'intéresser à leur occupation. Et puis, de telle manière à pouvoir déterminer quel est le nombre de porteurs pour donc calculer la conductivité. La conductivité va donc dépendre du nombre de porteurs. Le nombre de porteurs va être fonction des solutions possibles, des états d'énergie possibles, affectés par la façon dont ils sont remplis. Donc en respectant bien sûr le principe de Pauli. Alors, on montre que en physique statistique, puisque l'électron est une particule de spin 1,5, il suit donc la loi de Fermi-Dirac qui donne donc la probabilité d'occupation d'un état d'énergie E. F de E, c'est la probabilité d'occupation d'un état d'énergie E. Alors le potentiel chimique mu qui intervient au dénominateur correspond à la variation de l'énergie libre d'un système quand on introduit une particule supplémentaire. Et si deux systèmes, maintenant je vous rappelle que si deux systèmes peuvent échanger des particules, le système dont le potentiel chimique le plus élevé cède des particules au système qui a un potentiel chimique le moins élevé, jusqu'à égalisation des potentiels chimiques. C'est ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Donc au 0 degré K, la probabilité d'occupation est donnée sur la figure de gauche, c'est-à-dire qu'elle est 1, c'est-à-dire que tous les états sont occupés jusqu'à la valeur de l'énergie qui correspond au potentiel chimique. Le potentiel chimique correspond à la valeur du dernier état occupé de plus haute énergie. Bien sûr, on remplit les états par énergie croissante. Maintenant, à température différente du 0 degré K, figure de droite, on voit que la loi de Fermi-Dirac, en fait, n'est pas complètement 0 ou 1, et on voit qu'on a une zone qui dépend de kT, en fait, autour duquel la probabilité d'occupation est 1,5. Bien sûr, alors maintenant, selon la distance entre EC, minimum de la bande de conduction, et mu, la différence EC moins mu par rapport à kT, cette loi de Fermi-Dirac peut être approximée en fait par l'expression de Maxwell-Boltzmann, qui signifie en fait que F, la probabilité est très petite devant 1. On voit qu'à ce moment-là, d'un point de vue, dans ce cas-là, si EC moins mu est grand devant kT, d'un point de vue de statistique, l'électron se comporte comme une particule classique. Maintenant, la probabilité d'occupation pour un trou correspond à la probabilité que cet état ne soit pas occupé par un électron. Donc, par conséquent, on a Ft égale 1 moins Fe. Maintenant, si on veut donc, on va s'intéresser donc à déterminer le nombre d'électrons excités dans la bande de conduction, puisque les électrons dans la bande de conduction sont quasi libres, donc ils participent à la conductivité. Donc, quand on connaît le nombre de porteurs, on pourra en déduire la conductivité. Donc, le nombre de porteurs s'obtient en intégrant la densité d'état D2, c'est-à-dire les solutions possibles de l'équation de Schrödinger, multipliées par la probabilité d'occupation de ces états d'énergie. Donc on a une liste d'états d'énergie possibles. Maintenant, sont-ils occupés ou pas? Et quelle est la probabilité d'occupation? Donc le nombre de porteurs, il va être obtenu par l'intégrale sur la totalité de la bande de conduction de DE-FE. Donc on va également faire l'approximation que la bande interdite est très grande devant kT, ce qui est effectivement dans le cas du silicium absolument évident. Donc on sait qu'au voisinage du minimum de la bande de conduction, l'électron se comporte comme une particule libre. Donc on peut en déduire D2E qui est racine carrée de E moins EC. Et donc on va pouvoir maintenant passer à l'intégrale. Je passe un peu vite sur le calcul. Ce qu'on obtient, c'est que N, la densité de porteurs dans la bande de conduction, varie de manière exponentielle en fonction de la distance mu niveau de Fermi moins EC minimum d'énergie de la bande de conduction. De même, pour les trous, donc absence d'électrons dans la bande de valence, on obtient de la même façon l'expression dessous, petit p égale NV exponentielle bêta, bêta c'est 1 sur kT, exponentielle bêta EV moins mu, donc de même P dépend exponentiellement de la distance entre le maximum de la bande de valence et le niveau de Fermi, et donc on obtient en fait une loi d'action de masse, NP égale NI carré, qui dépend donc de la température, en E puissance moins bêta, bêta 1 sur kT, donc E puissance
moins bêta EG. Donc c'est une loi d'action de masse qui dépend de manière exponentielle de la température et de la bande interdite. De même, donc, on obtient la distance entre le potentiel chimique, ce que l'on appelle souvent le niveau de Fermi dans les semi-conducteurs. Mu, ça peut s'appeler soit le potentiel chimique, soit le niveau de Fermi que l'on désignera par EF par la suite. Et on voit qu'à la différence des masses effectives près, logarithmiquement, en fait, le niveau de Fermi est très proche du milieu de la bande interdite. Le niveau de Fermi ou le potentiel chimique est très proche du milieu de la bande interdite, à la différence des masses effectives près. Alors, on a vu que donc une très forte dépendance logarithmique en fonction de la température. Donc, en fait, ce qui permet expérimentalement de déterminer la bande interdite. On voit ici la variation donc, des concentrations de porteurs en fonction de la température pour les 3 semi-conducteurs cristallins dont j'ai parlé, germanium, silicium et GAS. Et donc, plus la bande interdite est élevée et plus la pente est raide. Donc, GAS, qui a une bande interdite 2 fois plus grande que le germanium, a une pente très raide. On voit donc que le nombre de porteurs est affecté de manière considérable par la température. C'est une variation très brutale. Et à température ambiante, si on tient compte des ordres de grandeur, en particulier de Ni, donc qui est donné par la loi d'action de masse, on voit qu'en fait que dans le silicium, l'ionisation intrinsèque à température ambiante, qui correspond donc à la probabilité par effet thermique de transition entre bande de valence et bande de conduction, est extrêmement faible, 10-12. Donc on voit que dans de telles conditions expérimentales, en fait, un niveau d'impureté de 10-12, c'est impossible à réaliser expérimentalement. Donc, par exemple, dans le silicium cristallin qui est utilisé dans la microélectronique, la meilleure qualité, c'est 10-8, ce qu'on appelle 8N, ce qui est très loin de 10-12. Et 10-8, c'est une prouesse technologique d'avoir une pureté aussi importante du silicium. Et pour le photovoltaïque, comme on le verra par la suite, la pureté nécessaire pour des questions économiques est moins élevée, c'est 10-6. Donc, ce qui vous montre donc que les impuretés vont en fait contrôler les propriétés électriques des semi-conducteurs, puisqu'il est impossible de réaliser pratiquement un semi-conducteur intrinsèque qui a un niveau d'impureté, par exemple dans le cas du silicium, de l'ordre de 10-12. En particulier, les niveaux peu profonds, ceux qui sont proches, c'est-à-dire les impuretés qui correspondent à un niveau d'énergie proche des bords de la bande, donc qui seront plus faciles à ioniser, joueront un rôle donc très important dans les propriétés électriques des semi-conducteurs. Bien donc, on va terminer cette séquence là-dessus. Je vous rappelle que donc les notions de masse effective et la notion de trou est détaillée dans l'annexe 2. Merci.